le point commun des projets qui ont réussi, il y a deux facteurs. Le premier, c'est de prendre le temps, se laisser le temps, parce que ça prend du temps. On vient d'horizons différents, on est de cultures différentes, donc ça prend du temps forcément. C'est un temps de gestation très long. Et le deuxième, qui est le tout premier, c'est les fondements structurels, statutaires et financiers. Mais du démarrage jusqu'à son développement, c'est-à-dire que le statut soit coopératif ou autre chose, comment vont se répartir les choses dans ce bien commun, le foncier, ce qu'on voudra, pour que qu'on rentre dans un droit d'usage et non pas un droit de propriété. C'est l'usage prime sur la propriété. Donc ça, travailler mais à fond le statut dans telle hypothèse, qu'est-ce qui va se passer, mais dans 10 ans, très bien. Oui, mais s'il se passe ça dans 30 ans, ok, très bien. Dans 50 ans, voilà. C'est cette vision à long terme qui est inscrite dans un appui juridique incontestable. Et, avec un petit bémol en bas, c'est tout le petit truc en bas du contrat, chaque point peut être, c'est un des points que j'ai vu ici, peut être reconsidéré quand à un moment donné, la décision qui est prise ne correspond plus 10 ans, 15 ans, 20 ans après, parce qu'il y a des choses qui ont bougé. C'est une sorte de constitution. Voilà, ça, il faut que ce soit vraiment constitué, rendre solide, statut ensemble. Les conseils pour les collectifs qui cherchent à s'outiller, et puis les conseils aussi aux législateurs qui chercheraient aussi à embrasser, pour ne pas dire encadrer, une pratique de commoning nouvelle. Pour les commoners eux-mêmes, chercher, à mon avis, la forme juridique la plus souple possible pour leur permettre justement de continuer de vivre leur autonomie et leur co-création quotidienne. C'est le plus important. Et puis pour le législateur, éviter à tout prix de vouloir ranger la diversité dans un cadre uniforme et uniformisant. Je crois que c'est important. Le Commons nous enseigne la nécessité d'un droit qui part du local et qui donne ses lettres de noblesse en quelque sorte à la diversité. Et notamment si on essaye d'avoir un projet de territoire qui traite la diversité des enjeux territoriaux et que des solutions émergent autour des communs pour l'alimentation, le foncier, etc. Tout l'enjeu, c'est de trouver le moyen d'articuler ces démarches collectives pour qu'elles ne soient pas en opposition, mais qu'au contraire, elles participent collectivement au projet de territoire. Si on cherche à intégrer ces communs au sein des projets de territoire, il y a un certain nombre de principes à avoir en tête à partir des travaux qu'on a pu mener. D'une part, c'est que très souvent, le modèle économique de ces dispositifs est relativement fragile. Donc, premier élément, c'est à la fois permettre l'expérimentation et apporter un soutien à ces opérations, à la fois un soutien technique, mais aussi un soutien financier, sans vouloir à tout prix la volonté de rentrer au chausse-pied dans les dispositifs d'intervention publique classiques tels qu'ils existent. Ça, c'était un premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est que ces projets de commun, ils sont évolutifs dans le temps. Et donc les problématiques et les besoins qui peuvent émerger au démarrage ne vont pas forcément être les mêmes à horizon de 3 ou de 5 ans. Et donc c'est d'entrer en dialogue entre la politique publique telle qu'elle est menée à partir des modalités traditionnelles et l'évolution de ces projets de manière à entrer dans une symbiose et une relation évolutive entre les deux types de dispositifs. Moi, il me semble qu'à toute échelle, que ce soit pour les élus nationaux, pour les élus des collectivités locales, aujourd'hui, où des enjeux environnementaux, climatiques sont importants, commencent à être perçus par tous, de mon point de vue, il devient urgent d'inverser l'ordre des choses. Et plutôt que de se dire d'abord, je dirais remplacer quelque part le business plan par un ressource plan. Et après, si on va chercher des ressources ailleurs, d'où elles viennent, quelle est aussi leur renouvelabilité, c'est-à-dire inverser l'ordre des choses en partant de ce dont on peut disposer pour produire de la richesse collective. Et à ce moment-là, ces ressources-là qui peuvent apparaître comme clés peuvent être effectivement des communs
et mérite peut-être à ce moment-là d'être pris en charge par un collectif plutôt que d'être mis dans la loi du marché sans régulation et sans aucune approche qui prenne en compte aussi quelle est l'épuisabilité ou pas de ces ressources-là. La question de la viabilité des communs, c'est leur capacité à salarier ou du moins faire vivre ceux qui y travaillent, et c'est leur capacité à être dans le système qui est actuellement dominant, qui est le système du marché. Donc c'est leur capacité à se carapaçonner, à s'organiser de telle sorte qu'ils puissent perdurer et qu'ils puissent également s'insérer dans l'économie de marché telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc je pense que les communs du futur seront surtout des communs qui fonctionneront comme des entreprises, mais comme des entreprises d'un nouveau modèle en quelque sorte. Il me semble que le lieu de travail est par excellence ce qui doit devenir un commun. C'est-à-dire le lieu où on passe une grande partie de sa vie, le lieu où on n'a pas besoin, une fois le travail fait, d'aller dans des associations en plus le soir pour participer à des logiques communes, et où finalement une organisation d'entreprise fondée sur des communs, parce qu'elle serait dans des logiques vertueuses, si on pense que les communs sont dans des logiques vertueuses, générerait au-delà d'elle-même en quelque sorte des manières de s'organiser qui, fonctionnant en réseau, fonctionnant à d'autres échelles, finiraient par constituer ou reconstituer une manière de s'organiser politiquement.